As-tu déjà ressenti ce moment étrange où tout ce que tu croyais sur ta vie s'effondre d'un seul coup, comme si quelqu'un venait de retirer le sol sous tes pieds? Ce moment où tu te réveilles et tu réalises que la personne que tu pensais être n'existe peut-être pas vraiment, que tout ce que tu as construit repose sur des fondations qui tremblent. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Cette sensation de vide qui te prend aux tripes, cette peur existentielle qui te murmure que tu as peut-être perdu des années à jouer un rôle qui n'était même pas le tien. Mais voici ce que personne ne te dit, ce que la psychologie profonde a mis des décennies à comprendre. Ce moment de révélation déchirante, ce moment où tout s'effondre, n'est pas la fin de ta puissance, c'est le début. Jung a passé sa vie à étudier ces instants de transformation radicale, ces moments où la psyché humaine se brise pour se reconstruire différemment. Et ce qu'il a découvert va complètement changer ta façon de comprendre ce que tu vis en ce moment même. Cette révélation qui te bouleverse n'est pas un accident. Ce n'est pas un signe que tu as échoué ou que tu es perdu. C'est exactement le contraire. Les recherches psychologiques montrent constamment que les moments de plus grande transformation intérieure arrivent précisément quand nos illusions protectrices se fissurent. Freud l'avait compris dans sa pratique analytique. L'inconscient ne peut rester enfermé éternellement. Il finit toujours par forcer la porte de la conscience. Adler aussi avait observé ce phénomène dans ses consultations. Cette façon dont les êtres humains compensent leurs blessures jusqu'au jour où la compensation elle-même devient insupportable. Mais c'est Jung qui a vraiment saisi la profondeur de ce processus, qui a compris que ces révélations déchirantes sont en réalité des invitations de la psyché elle-même, des appels de ce qu'il appelait le self, ce centre profond de ton être qui cherche à se réaliser. Antonio Damasio a démontré dans ses recherches sur les émotions et la conscience que notre cerveau construit notre identité à partir de nos expériences émotionnelles, et parfois, cette construction doit être déconstruite pour qu'une version plus authentique puisse émerger. Alors si tu t'es abonné à cette chaîne, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait déjà que cette révélation que tu vis n'est pas une fin. Et si tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui traverse cette tempête intérieure, tu lui offres peut-être exactement ce dont il a besoin pour comprendre que sa souffrance a un sens profond. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va te montrer pourquoi ta phase la plus puissante ne commence pas malgré cette révélation, mais précisément à cause d'elle. Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, passe nécessairement par la confrontation avec tout ce qu'on a refusé de voir. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait intuitivement. Notre cerveau possède une capacité extraordinaire à se reconfigurer après les traumatismes psychologiques, une neuroplasticité qui s'active justement quand nos anciennes structures mentales s'effondrent. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité émotionnelle est maximale pendant les périodes de transition identitaire profonde. Ce que tu appelles effondrement, la psychologie profonde l'appelle commencement. Ce que tu nommes fin, c'est en réalité une naissance. Et ce processus a des étapes précises que je vais te révéler maintenant. Il y a ce moment où tu réalises que les masques que tu portais depuis des années ne tiennent plus. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas ? Cette sensation étrange quand tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne qui te sourit en retour. Cette impression troublante que tu as joué un rôle si longtemps que tu as oublié qui tu étais vraiment en dessous. Peut-être que ça t'est arrivé au travail, quand tu as soudainement réalisé que cette version professionnelle de toi-même, si polie, si contrôlée, si performante, n'était qu'une façade élaborée. Ou peut-être dans tes relations, quand tu as compris que tu modifiais ta personnalité selon les personnes autour de toi, devenant un caméléon émotionnel qui ne savait plus quelle couleur était vraiment la sienne. Cette prise de conscience est déchirante, parce qu'elle révèle quelque chose que ton ego ne voulait pas voir. Tu as construit une identité protectrice qui te permettait de survivre, mais qui t'empêchait de vivre vraiment. Jung appelait cela la persona, ce masque social que nous portons tous pour naviguer dans le monde. Mais voici ce qu'il a découvert de fascinant. Le moment où cette persona commence à se fissurer n'est pas un échec,
C'est ton inconscient qui te pousse vers quelque chose de plus authentique. La persona est cette construction psychologique que nous élaborons dès l'enfance pour répondre aux attentes de notre environnement. Freud aurait parlé des mécanismes de défense du moi, cette façon dont l'ego se protège de l'anxiété en créant des versions acceptables de lui-même. Mais Jung est allé plus loin en comprenant que la persona n'est pas seulement défensive, elle est aussi adaptative. Tu as créé cette version de toi-même parce qu'elle était nécessaire à un certain moment de ta vie. Peut-être que tu as appris très jeune qu'être vulnérable était dangereux, alors tu as construit un masque de force impénétrable. Peut-être qu'on t'a fait comprendre que tes émotions dérangeaient, alors tu as créé une façade de calme perpétuel. Ce masque t'a protégé, il t'a permis de fonctionner dans un monde qui ne laissait pas de place à ta complexité intérieure. Antonio Damasio explique dans ses travaux que le cerveau construit ses patterns comportementaux à travers des circuits émotionnels profonds, des chemins neuronaux, qui se renforcent chaque fois que nous répétons le même comportement. Ta persona est devenue une autoroute neuronale, si bien établie que tu ne voyais même plus qu'elle existait. Mais voici ce qui est troublant. Adler avait observé que ces compensations psychologiques, aussi efficaces soient-elles, finissent toujours par créer leur propre forme de souffrance. Tu as peut-être remarqué cette fatigue étrange qui n'est pas physique, cet épuisement qui vient de maintenir constamment un rôle. Daniel Siegel parle de désintégration neuronale, quand différentes parties de notre cerveau ne communiquent plus harmonieusement. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu vis depuis ta persona. Une partie de toi joue le rôle, une autre partie observe et souffre du mensonge. Cette division intérieure crée une tension psychique que Jung considérait comme insupportable à long terme. Et c'est précisément cette tension qui finit par créer la fissure. Le masque commence à glisser, pas parce que tu es faible, mais parce que ton psyché profond refuse de continuer à vivre dans cette fragmentation. Camus disait que l'absurde se révèle dans ces moments où nos constructions mentales ne peuvent plus cacher la réalité existentielle. Tu te réveilles un matin et tu réalises que tu ne peux plus maintenir cette façade, que l'énergie nécessaire pour jouer ce rôle est devenue supérieure à l'énergie nécessaire pour affronter qui tu es vraiment. Et c'est là que quelque chose de remarquable se produit dans ta psyché. Jung a découvert que quand la persona se fissure, ce n'est pas le chaos qui émerge, mais quelque chose de beaucoup plus organisé. L'ombre commence à réclamer sa reconnaissance. Ton ombre jungienne, ce ne sont pas tes mauvais côtés comme beaucoup le croient naïvement, c'est tout ce que tu as dû refouler pour construire ta persona acceptable. Si tu as construit un masque de personne toujours positive, ton ombre contient toute ta colère légitime. Si tu as créé une façade de contrôle parfait, ton ombre abrite ton chaos créatif. Ce que tu découvres dans ces moments de révélation, c'est que tu n'es pas en train de perdre ta vraie identité, tu es en train de la retrouver enfin. Les recherches en neurosciences montrent que cette confrontation avec des aspects refoulés de soi-même active des régions cérébrales liées à l'intégration et à la conscience de soi. Ton cerveau, littéralement, se reconfigure pour accueillir une version plus complète de qui tu es. Cette destruction des masques protecteurs que tu vis n'est pas un effondrement, c'est une libération déguisée en catastrophe. Sénèque enseignait que la vraie sagesse émerge quand nous cessons de fuir ce que nous sommes vraiment. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens pressentaient. Notre cerveau fonctionne mieux, plus efficacement, plus créativement, quand il n'a pas à maintenir constamment des fictions sur notre identité. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau construit nos émotions à travers des prédictions basées sur nos expériences passées, et quand ces prédictions sont basées sur une persona artificielle, elles créent un décalage constant entre ce que nous ressentons vraiment et ce que nous croyons devoir ressentir. La chute du masque permet enfin à ton cerveau de fonctionner depuis l'authenticité plutôt que depuis la performance. C'est épuisant au début, désorientant même, parce que tu dois apprendre à naviguer dans le monde sans tes protections habituelles. Mais c'est aussi incroyablement libérateur parce que pour la première fois peut-être, tu peux respirer pleinement.
Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette destruction des masques n'est que la première couche d'un processus beaucoup plus profond. Ce qui t'attend maintenant va te confronter à quelque chose d'encore plus déstabilisant, quelque chose que Freud a passé toute sa carrière à essayer de comprendre. Parce que quand tes défenses conscientes tombent, quand ta persona se fissure, ton inconscient ne reste pas silencieux. Il commence à parler, et ce qu'il a à dire pourrait bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. As-tu déjà vécu ces nuits où ton esprit refuse de se taire, où des pensées que tu ne reconnais même pas comme tiennes surgissent sans permission? Ces moments où tu te surprends à avoir des réactions émotionnelles disproportionnées à des situations banales, comme si quelque chose en toi attendait juste le bon moment pour exploser? Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle comme on pourrait te le faire croire. C'est ton inconscient qui cesse de collaborer avec le refoulement que tu lui imposais depuis des années. Freud l'avait compris dans sa pratique clinique. L'inconscient ne disparaît jamais. Il attend simplement le moment où tes défenses sont suffisamment affaiblies pour faire surface. Ce que tu vis en ce moment, c'est ce que la psychanalyse appelle le retour du refoulé. Et c'est l'un des processus les plus déstabilisants, mais aussi les plus nécessaires de la transformation psychologique. Toutes ces émotions que tu as enterrées pour fonctionner, tous ces désirs que tu as réprimés pour être acceptable, toutes ces parts de toi que tu as exilées dans les profondeurs de ta psyché, elles remontent maintenant à la surface. Et elles ne demandent pas la permission. Ce qui est fascinant dans le travail de Freud, c'est sa compréhension profonde des mécanismes de défense que le moi développe pour se protéger de contenus psychiques trop difficiles à intégrer. Le refoulement est ce processus par lequel nous poussons hors de la conscience des pensées, des sentiments, des souvenirs qui créent trop d'anxiété. Mais Freud a découvert quelque chose de crucial. Le refoulé ne reste jamais silencieux pour toujours. Il se manifeste à travers les rêves, les lapsus, les symptômes psychosomatiques, les comportements répétitifs inexpliqués. Jung a développé cette idée en parlant des complexes, ces noyaux émotionnels autonomes dans l'inconscient, qui ont leur propre énergie, leur propre agenda. Quand tu vis cette révélation déchirante dont nous parlons, ce n'est pas juste ton conscient qui réalise quelque chose de nouveau, c'est ton inconscient entier qui profite de l'affaiblissement de tes défenses pour faire irruption dans ta conscience. Joseph Ledoux a démontré dans ses recherches que l'amygdale, cette structure cérébrale centrale dans le traitement de la peur, conserve des traces émotionnelles de toutes nos expériences traumatiques, même celles que nous croyons avoir oubliées. Ces traces attendent, stockées dans des circuits neuronaux profonds, prêtes à se réactiver quand les conditions sont propices. Adler aurait interprété ce réveil de l'inconscient différemment, en y voyant la fin d'une compensation qui ne fonctionnait plus. Il observait que nous développons tous des stratégies pour compenser nos sentiments d'infériorité, nos blessures précoces, nos manques perçus. Peut-être que tu as compensé un sentiment d'inadéquation par une hyper-performance professionnelle, ou un manque d'affection par une indépendance extrême. Ces compensations fonctionnent pendant un temps. Elles te permettent même d'accomplir des choses remarquables. Mais elles épuisent ton système nerveux parce qu'elles vont constamment à contre-courant de tes besoins authentiques. Stephen Porges explique à travers sa théorie polyvagale que notre système nerveux autonome a besoin de se sentir en sécurité pour fonctionner de façon optimale et les compensations psychologiques créent un état chronique de mobilisation défensive. Ton corps sait que quelque chose ne va pas, même quand ton esprit conscient refuse de l'admettre. Et quand tes mécanismes de défense commencent à céder, ce n'est pas seulement ton esprit qui réagit, c'est tout ton système nerveux qui se dérègle. Tu as peut-être remarqué des symptômes physiques étranges pendant cette période, des tensions musculaires inexpliquées, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil, une fatigue qui ne part pas peu importe combien tu te reposes. Ce ne sont pas des coïncidences. Antonio Damasio a révolutionné notre compréhension en montrant que les émotions ne sont pas séparées du corps. Elles sont des états corporels interprétés par le cerveau. Quand ton inconscient se réveille, ton corps entier participe à ce réveil. Les contenus refoulés ne sont pas stockés uniquement dans ton esprit comme des souvenirs abstraits.
Ils sont ancrés dans ton corps comme des tensions, des patterns respiratoires, des réponses automatiques du système nerveux. Jung parlait de la sagesse du corps, cette intelligence somatique qui sait souvent avant l'esprit conscient ce qui doit être transformé. Quand tes défenses psychologiques s'effondrent, ton corps exhale enfin, il relâche les tensions qu'il maintenait pour soutenir ton refoulement. C'est douloureux, oui, parce que toute cette énergie bloquée se libère d'un coup, et c'est là que ça devient vraiment troublant. Freud avait observé un phénomène qu'il appelait la résistance. Même quand l'inconscient veut émerger, même quand tes défenses sont affaiblies, une partie de toi continue à résister férocement. Pourquoi ? Parce que ces contenus ont été refoulés pour une raison. À un moment de ta vie, probablement dans ton enfance ou ton adolescence, ton psyché a décidé que certaines émotions, certains désirs, certaines parts de toi étaient trop dangereuses pour être reconnues. Peut-être que ta colère était inacceptable dans ta famille, alors tu l'as enfouie si profondément que tu as oublié que tu pouvais même ressentir de la colère. Peut-être que ta vulnérabilité te rendait la cible de moquerie, alors tu l'as bannie et tu as construit une carapace d'invulnérabilité. Ces décisions de refoulement n'étaient pas irrationnelles. Elles étaient des stratégies de survie psychologique intelligentes. Daniel Siegel parle d'adaptations développementales nécessaires qui nous permettent de grandir dans des environnements imparfaits. Le problème, c'est que ces adaptations qui étaient vitales à 10 ans deviennent des prisons à 30 ou 40 ans. Alors, quand l'inconscient se réveille maintenant, une guerre intérieure se déclenche. Une partie de toi veut désespérément voir et intégrer ces contenus refoulés, sentir enfin ses émotions bannies, reconnaître ses parts exilées. Mais une autre partie de toi panique à cette idée, se souvient des dangers originaux qui ont motivé le refoulement, active tous les systèmes d'alarme pour te protéger de cette émergence. Viktor Frankl disait que le sens naît souvent dans cette tension entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Lisa Feldman. Barrett explique que notre cerveau fonctionne par prédiction. Il utilise nos expériences passées pour anticiper le présent. Quand tu as été puni pour ta vulnérabilité enfant, ton cerveau a appris à prédire le danger chaque fois que la vulnérabilité émerge. Même des décennies plus tard, même dans des contextes complètement différents, ces prédictions automatiques continuent. Le réveil de l'inconscient force ton cerveau à mettre à jour ses prédictions, à créer de nouveaux modèles, et c'est un processus neurologiquement coûteux et émotionnellement intense. Et c'est exactement là que commence quelque chose que Jung a passé sa vie à étudier, quelque chose qui va bien au-delà du simple retour du refoulé freudien. Parce que ce qui émerge de ton inconscient maintenant n'est pas seulement des contenus que tu as personnellement refoulés. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus terrifiant. C'est ta propre ombre qui exige enfin d'être reconnue. Et cette rencontre avec l'ombre est peut-être le moment le plus crucial de toute ta transformation psychologique. Il y a une expérience que presque personne ne parle, mais que beaucoup traversent en silence. Ce moment où tu te retrouves face à des parts de toi-même que tu trouves répugnantes, honteuses, inacceptables. Ces pensées qui surgissent et qui te choquent par leur égoïsme, leur cruauté, leur obscurité. Ces impulsions que tu réprimes immédiatement parce qu'elles contredisent complètement l'image que tu as construite de toi-même comme quelqu'un de bon, de moral, d'équilibré. Tu te demandes d'où viennent ces pensées. Tu te dis que ce n'est pas vraiment toi, que c'est juste une aberration mentale passagère, mais elles reviennent encore, et chaque fois tu ressens cette vague de honte existentielle. Jung avait un nom pour tout cela, l'ombre. Et contrairement à ce que beaucoup croient, l'ombre n'est pas juste tes mauvais côtés ou tes défauts. L'ombre est tout ce que tu as dû exiler de ta conscience pour construire une identité acceptable. C'est le réservoir de tout ce que tu as jugé inacceptable en toi-même, et ce réservoir déborde maintenant pendant ta révélation. L'ombre jungienne est l'un des concepts les plus mal compris de la psychologie profonde, et c'est dommage parce que c'est aussi l'un des plus transformateurs. Jung a découvert que nous créons notre ombre très tôt dans la vie, à travers un processus de sélection inconscient.
Tu observes ce qui est valorisé dans ton environnement familial, social, culturel, et tu identifies rapidement quelles parts de toi sont acceptables et lesquelles doivent être cachées. Si tu grandis dans une famille où la colère est taboue, ta colère va dans l'ombre. Si tu es dans un contexte où la sensibilité est perçue comme faiblesse, ta sensibilité est exilée. Si l'ambition est vue comme égoïsme, ton désir de réussir devient une part honteuse de toi-même. Freud aurait parlé du surmoi, cette instance psychique qui intériorise les interdits parentaux et sociaux. Mais Jung va plus loin en montrant que ce processus ne crée pas juste de la culpabilité, il crée une structure psychologique autonome. L'ombre, avec sa propre énergie, ses propres désirs, sa propre volonté. Et cette ombre ne disparaît jamais, elle attend juste dans les profondeurs de ton inconscient, grossissant avec chaque nouveau refoulement. Ce qui est fascinant et terrifiant à la fois, c'est que l'ombre contient souvent exactement l'inverse de ce que tu montres au monde. Si ta persona est celle de quelqu'un de toujours aidant et altruiste, ton ombre contient probablement un égoïsme féroce et des besoins non reconnus. Si tu te présentes comme quelqu'un de rationnel et contrôlé, ton ombre abrite peut-être une émotivité intense et une impulsivité sauvage. Adler avait observé que nous compensons souvent nos insécurités les plus profondes en développant exactement les traits opposés en surface. La personne qui semble la plus confiante porte peut-être l'ombre d'une insécurité écrasante. Celle qui paraît la plus indépendante cache peut-être un besoin désespéré de connexion. Daniel Siegel explique que cette dissociation entre les parts conscientes et inconscientes de nous-mêmes crée ce qu'il appelle une désintégration neuronale. Différentes régions de ton cerveau ne communiquent plus harmonieusement, créant cette sensation d'être fragmenté, de ne pas être vraiment toi-même. Mais voici où ça devient vraiment troublant. Jung a découvert que nous ne gardons pas seulement notre ombre enfermée en nous, nous la projetons constamment sur les autres. La projection est ce mécanisme fascinant par lequel nous voyons dans les autres exactement ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Les gens qui t'irritent le plus profondément, il y a de fortes chances qu'ils incarnent quelque chose de ton ombre. Ces traits que tu juges sévèrement chez les autres, ils sont probablement des parts exilées de toi-même. Freud parlait aussi de projection, mais pour lui c'était surtout un mécanisme de défense. Jung y voyait quelque chose de plus profond, une opportunité manquée de rencontrer ta propre totalité. Chaque fois que tu projettes ton ombre sur quelqu'un d'autre, tu rates une chance d'intégrer cette part de toi-même. Et cette non-intégration a un coût psychologique énorme. Matthew Lieberman a montré dans ses recherches sur le cerveau social que nous dépensons énormément d'énergie neuronale à maintenir ces projections, à créer des narratifs qui justifient nos réactions disproportionnées envers certaines personnes. Et c'est précisément pendant ta révélation actuelle que ces projections commencent à s'effondrer. Tu commences à voir que les gens que tu détestais, que tu jugeais, que tu critiquais férocement, étaient en réalité des miroirs de ce que tu refusais en toi-même. Cette prise de conscience est humiliante, brutale, déstabilisante. Camus disait que l'absurde se révèle dans ces moments où nos constructions mentales ne peuvent plus masquer la réalité. Tu réalises que tu as passé des années à combattre chez les autres exactement ce que tu refusais d'affronter en toi. Viktor Frankl parlait de la responsabilité existentielle, cette prise de conscience que nous sommes les auteurs de notre propre vie psychologique. Quand tes projections s'effondrent, tu dois assumer cette responsabilité. Tu ne peux plus blâmer les autres pour ce qui est en réalité ton propre contenu psychologique non intégré. C'est une des confrontations les plus difficiles du processus d'individuation, parce qu'elle te force à abandonner le confort de te voir comme victime des autres pour embrasser la réalité inconfortable que tu es co-créateur de ta propre souffrance. Jung insistait sur le fait que l'intégration de l'ombre n'est pas optionnelle si tu veux devenir psychologiquement mature et complet. L'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, passe nécessairement par cette rencontre terrifiante avec tout ce que tu as rejeté. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité émotionnelle est maximale
quand nous nous permettons d'expérimenter pleinement des aspects de nous-mêmes que nous avions précédemment évités. Ton cerveau se reconfigure littéralement quand tu cesses de résister à ta propre complexité. Mais cette intégration n'est pas facile. Elle ne peut pas l'être. Lisa Feldman Barrett explique que ton cerveau doit créer de nouvelles catégories émotionnelles, de nouvelles façons de te comprendre toi-même. Si tu as passé 30 ans à te définir comme quelqu'un qui n'est jamais en colère, reconnaître et intégrer ta colère légitime nécessite une reconfiguration complète de ton concept de soi. C'est neurologiquement coûteux, émotionnellement intense, existentiellement déstabilisant. Mais intégrer l'ombre n'est que le début d'un processus encore plus mystérieux, quelque chose que Jung a cartographié, mais que peu de gens comprennent vraiment, parce que ce qui se passe après que tu as commencé à reconnaître et accepter ton ombre, c'est une forme de mort psychologique, pas une mort métaphorique, pas une simple transition, mais une véritable dissolution de tout ce que tu croyais être. Et c'est dans cette mort symbolique que la vraie transformation devient possible. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange où ton identité entière semble se dissoudre, où tu ne sais plus qui tu es vraiment? Pas juste une confusion passagère ou une crise d'identité superficielle, mais quelque chose de beaucoup plus profond, plus viscéral. Cette expérience où tu te regardes dans le miroir et la personne qui te regarde en retour est une étrangère complète, où tes propres pensées ne te semblent plus appartenir à personne. Où tu flottes dans une sorte de vide existentiel où toutes tes certitudes sur toi-même se sont évaporées. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Cette sensation de dissolution, de désintégration, comme si les frontières de qui tu es devenaient poreuses, floues, inexistantes. Jung appelait cela la mort symbolique et il la considérait comme absolument nécessaire au processus d'individuation. C'est ce que les alchimistes médiévaux, dont Jung a étudié les textes obsessivement, appelait la nigredo, la phase de noircissement, de putréfaction, où la matière première doit se décomposer complètement avant de pouvoir être transformée en or. Cette métaphore alchimique n'était pas juste poétique pour Jung, c'était une carte précise de ce qui se passe dans la psyché humaine pendant les grandes transformations. Ce que tu vis n'est pas une dépression clinique, même si les symptômes peuvent se ressembler superficiellement. Ce n'est pas un trouble mental, même si notre société psychiatrisée pourrait être tentée de le diagnostiquer comme tel. Ce que tu traverses est ce que Jung appelait une crise psychospirituelle, un moment où l'ancien moi doit mourir pour qu'un nouveau puisse naître. Freud aussi parlait d'une forme de dissolution du moi, mais il la voyait surtout comme pathologique, comme quelque chose à éviter ou à traiter. Jung, lui, a reconnu que certaines dissolutions sont non seulement inévitables, mais nécessaires. Ton ego, cette structure que tu as construite pour naviguer dans le monde, cette identité que tu as forgée à travers tes expériences, tes choix, tes relations, elle doit se désintégrer pour que quelque chose de plus authentique et de plus complet puisse émerger. Adler aurait peut-être vu cela comme le moment où toutes tes compensations cessent de fonctionner simultanément, où tu ne peux plus maintenir la fiction de qui tu prétendais être. Cette simultanéité est cruciale. Ce n'est pas juste un mécanisme de défense qui tombe, c'est toute ta structure psychologique qui se liquéfie. Les neurosciences modernes ont commencé à comprendre ce qui se passe dans le cerveau pendant ces transitions identitaires massives. Richard Davidson a montré que pendant les périodes de transformation psychologique profonde, il y a une reconfiguration majeure de ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Ces régions cérébrales qui s'activent quand nous pensons à nous-mêmes, quand nous réfléchissons sur notre identité, nos souvenirs, nos projections futures. Pendant la mort symbolique que tu traverses, ce réseau se déstabilise complètement. Les patterns neuronaux qui définissaient ton sens de toi-même se défont, créant cette sensation de vide identitaire. C'est neurologiquement désorientant parce que ton cerveau utilise normalement ton concept de soi comme une encre pour organiser toute l'information qui arrive. Quand cette encre disparaît, tout devient flou, incertain, chaotique.
Daniel Siegel parle de cette phase comme d'une désintégration temporaire mais nécessaire avant une réintégration à un niveau supérieur de complexité. Ton cerveau doit se défaire de ses anciennes structures pour pouvoir en construire de nouvelles, plus flexibles, plus inclusives de ta totalité. Mais voici ce qui est vraiment fascinant dans le concept jungien de mort symbolique. Ce n'est pas juste ton ego conscient qui meurt, c'est aussi toutes les identifications inconscientes qui se dissolvent. Tu t'identifiais peut-être à ton rôle professionnel, et soudainement, cette identification n'a plus de sens. Tu définissais qui tu étais à travers tes relations, et maintenant ces définitions sonnent creuses. Tu tirais ton sens de soi de tes accomplissements, et il te semble maintenant vide de signification. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration nazi et a développé la logothérapie, parlait de ces moments où toutes nos sources externes de sens s'effondrent, nous forçant à trouver un sens plus profond, plus existentiel. Ce que tu découvres dans cette mort symbolique, c'est que tout ce que tu pensais être toi n'était en réalité que des identifications temporaires, des rôles que tu jouais, des masques que tu portais. La question terrifiante qui émerge alors est « Qui suis-je vraiment si je ne suis aucune de ces choses ?» Les alchimistes que Jung a tant étudiés disaient que la nigredo, cette phase de noircissement, devait être complète pour que la transformation puisse vraiment se produire. Si tu résistes à cette mort symbolique, si tu essaies de t'accrocher à tes anciennes identifications, le processus se bloque. C'est comme essayer de devenir papillon tout en refusant la dissolution dans la chrysalide. Camus parlait de l'absurde comme cette confrontation avec l'absence de sens intrinsèque dans l'univers, et d'une certaine façon, la mort symbolique te force à affronter cet absurde au niveau le plus personnel. Tout ce que tu croyais vrai sur toi-même, tout ce qui donnait structure et sens à ta vie, s'est révélé être une construction, une fiction nécessaire peut-être, mais une fiction quand même. Antonio Damasio a montré que notre sens de soi est construit à travers des narratifs que notre cerveau tisse constamment à partir de nos expériences corporelles et émotionnelles. La mort symbolique, c'est quand ces narratifs se déconstruisent plus vite qu'ils ne peuvent être reconstruits, créant un vide narratif terrifiant. Et ce vide, Jung l'a compris, n'est pas quelque chose à éviter ou à combler rapidement avec de nouvelles identifications. C'est un espace sacré, même s'il est terrifiant. C'est dans ce vide que le self, ce centre profond de ton être, que Jung distinguait de l'ego, peut enfin émerger. Ton ego, cette structure consciente que tu appelais « je », doit mourir pour que le self, cette totalité qui inclut conscient et inconscient, puisse se révéler. Freud n'avait pas vraiment de concept équivalent au self jungien, il restait focalisé sur l'ego et ses conflits avec le ça et le surmoi. Mais Jung a vu quelque chose de plus vaste. Il y a en toi une intelligence organisatrice qui transcende ton ego, qui a toujours été là, mais que ton ego avait éclipsé. Stephen Porges explique à travers sa théorie polyvagale que notre système nerveux a une sagesse innée, une capacité à se réguler et à guérir quand nous lui en donnons l'opportunité. La mort symbolique crée cette opportunité en désactivant temporairement les systèmes de contrôle de l'ego qui bloquaient cette sagesse profonde. Lequel de ces passages résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais connaître ton expérience de cette mort symbolique, parce que chacun la vit différemment, mais tous ceux qui traversent une vraie transformation passent par cette dissolution. Et c'est précisément dans cette mort symbolique que naît quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que Jung a passé des décennies à essayer de comprendre et d'articuler. Parce qu'après la nigredo vient l'albédo, après la noirceur vient la lumière, après la mort vient la renaissance. Mais ce n'est pas une renaissance de l'ancien toi, c'est l'émergence de quelque chose que tu n'as jamais vraiment été auparavant, ton self authentique. Il y a un moment dans ce processus de transformation qui est difficile à décrire avec des mots, un moment où quelque chose de fondamentalement différent commence à émerger des cendres de ton ancien moi. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas comme un éclair de révélation soudaine, c'est plus subtil, plus organique. Tu commences à remarquer une présence en toi qui ne vient pas de ton ego,
qui ne se bat pas pour prouver quelque chose, qui ne cherche pas à être validé. Cette présence est calme, profonde, ancrée dans quelque chose de beaucoup plus vaste que tes préoccupations personnelles habituelles. Jung appelait cela le self, avec un S majuscule, et il le distinguait soigneusement de l'ego. Pour lui, le self n'est pas juste une autre partie de ta psyché, c'est le centre organisateur de toute ta personne, conscient et inconscient inclus. C'est comme si ton ego était le maire d'une ville, gérant les affaires quotidiennes, prenant des décisions tactiques, mais le self est l'architecte qui a conçu toute la ville selon un plan plus vaste que le maire ne peut même pas comprendre. Et pendant ta révélation, après la mort symbolique de ton ego, ce self commence enfin à se révéler. Ce qui est fascinant avec le concept jungien du self, c'est qu'il n'est pas quelque chose que tu crées ou que tu construis. Il a toujours été là, présent dès ta naissance, peut-être même avant selon certaines interprétations de Jung sur l'inconscient collectif. Ton ego s'est développé comme une nécessité adaptative, une structure qui te permettait de fonctionner dans le monde, de répondre aux demandes extérieures, de construire une identité reconnaissable. Mais le self était là avant l'ego, et il sera là après. Freud n'avait pas vraiment d'équivalent à ce concept, il voyait le moi comme la structure centrale de la personnalité, toujours en conflit avec le ça et le surmoi. Mais Jung a vu que cette vision était trop limitée, trop focalisée sur le conflit, et pas assez sur la possibilité d'intégration. Le self jungien n'est pas en conflit avec l'ego, il le transcende et l'inclut. C'est une totalité qui embrasse tous les contraires, conscient et inconscient, masculin et féminin, ombre et lumière, personnel et transpersonnel. Lisa Feldman-Barrett pourrait dire que le self est comme un métamodèle prédictif, une organisation supérieure qui intègre tous les modèles plus locaux que ton cerveau utilise pour naviguer dans le monde. Quand le self commence à émerger après ta mort symbolique, tu remarques d'abord de petits changements dans ta façon d'être. Tu deviens moins réactif aux provocations. Pas parce que tu réprimes tes réactions, mais parce que tu n'es plus identifié à elles de la même façon. Les opinions des autres sur toi perdent leur pouvoir de te bouleverser, non pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu as trouvé un centre en toi qui est plus réel que n'importe quelle opinion externe. Adler aurait peut-être reconnu cela comme la fin de la lutte compensatoire, ce moment où tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, parce que ta valeur n'est plus en question. Mais Jung va plus loin, en montrant que ce n'est pas juste une résolution du complexe d'infériorité, c'est une expansion de la conscience vers quelque chose de fondamentalement différent. Tu commences à te percevoir toi-même depuis une perspective plus vaste, moins personnelle. Daniel Siegel parle d'une fonction qu'il appelle la mindsight, cette capacité à observer ton propre esprit avec compassion et clarté. L'émergence du self développe naturellement cette mindsight à un niveau profond. Ce qui est troublant et libérateur à la fois, c'est que le self jungien ne se soucie pas particulièrement de ce que ton ego voulait. Ton ego voulait être aimé, admiré, respecté, réussir selon les critères sociaux. Le self s'intéresse à quelque chose de plus profond, ton individuation, ton accomplissement de ta nature unique, ta réalisation de ce que Jung appelait ton mythe personnel. Sénèque enseignait que la vraie sagesse est de vivre selon sa nature profonde plutôt que selon les attentes externes. Les stoïciens avaient cette intuition que Jung a ensuite psychologisée. Il y a en toi une nature essentielle, un démon comme les Grecs l'appelaient, qui cherche à se réaliser. Ton ego a passé des années à résister ou à mal interpréter cet appel, mais le self est patient, inébranlable. Il continuera à créer des crises, des révélations, des effondrements, jusqu'à ce que tu écoutes enfin. Viktor Frankl disait que chaque personne a un sens unique à accomplir dans sa vie, une tâche que personne d'autre ne peut remplir. Le self jungien est ce qui porte ce sens unique, cette mission existentielle que ton ego ne peut même pas formuler clairement. Les neurosciences commencent à toucher à ces concepts avec leur découverte sur ce qu'on appelle les états de conscience élargis.
Richard Davidson a montré que les pratiquants de méditation à long terme développent des patterns cérébraux distinctifs, particulièrement dans les régions associées à l'intégration et à ce qu'on pourrait appeler la conscience de la conscience. Ce n'est pas exactement le self jungien, mais c'est peut-être son corrélat neurologique, une organisation cérébrale qui transcende les préoccupations de l'ego tout en les incluant. Stanislas Dehaene, dans ses recherches sur la conscience, parle de niveau d'accès à l'information. Certaines informations sont accessibles à la conscience focalisée, d'autres restent dans un arrière-plan vaste, mais influent. Le self pourrait être compris comme cette conscience d'arrière-plan qui organise toute l'expérience sans être elle-même un objet d'expérience. Antonio Damasio distingue entre le proto-soi, le soi noyau, et le soi autobiographique, et le self jungien serait peut-être quelque chose qui englobe et dépasse tous ces niveaux. Mais attention, et Jung était très clair là-dessus, le self n'est pas ton ami, au sens où ton ego voudrait un ami. Le self se fiche complètement de ton confort, de ta sécurité psychologique, de tes petites préférences personnelles. Le self veut ton individuation, ton accomplissement, ta totalité, et il est prêt à sacrifier ton confort pour y arriver. C'est pour ça que l'émergence du self se sent souvent initialement comme une perte de contrôle terrifiante. Ton ego, habitué à être aux commandes, réalise soudainement qu'il y a une intelligence plus vaste qui dirige vraiment le spectacle. Camus parlait de la révolte comme la réponse humaine appropriée à l'absurde, et d'une certaine façon, l'ego se révolte contre le self, refuse d'abdiquer son trône. Mais cette révolte est vouée à l'échec parce que le self a une énergie psychique beaucoup plus grande que l'ego. Jung utilisait le terme de libido dans un sens plus large que Freud, comme l'énergie psychique en général, et il montrait que le self a accès à des réservoirs de libido que l'ego ne peut même pas imaginer. Quand tu commences à vivre depuis le self, tu découvres des réserves d'énergie, de créativité, de résilience que tu ne savais pas posséder, et cette puissance qui émerge n'a rien à voir avec la puissance de l'ego. Ce n'est pas une puissance qui cherche à dominer les autres, à contrôler son environnement, à accumuler des preuves de valeur. C'est une puissance qui vient de l'alignement avec quelque chose de plus profond que toi-même. Les recherches de Stephen Porges sur la théorie polyvagale montrent que notre système nerveux fonctionne de façon optimale, non pas quand nous sommes en mode combat ou fuite, mais quand nous sommes dans ce qu'il appelle l'engagement social ventral, un état de calme alerte et de connexion. L'émergence du self crée naturellement cet état parce que tu n'es plus constamment en train de défendre un concept de soi fragile. La puissance du self est la puissance de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, rien à défendre, rien à justifier. C'est la puissance de l'authenticité complète, et cette puissance est magnétique sans effort. Mais cette puissance qui émerge du self crée un effet que même Jung n'avait pas complètement anticipé. Un effet qui se produit non seulement dans ta psyché, mais aussi dans ton cerveau physique, dans tes circuits neuronaux, dans la façon même dont ton système nerveux fonctionne. Parce que quand le self commence à prendre sa place légitime comme centre de ta personne, quelque chose de remarquable se produit au niveau neurologique. Une reconfiguration massive de tout ton système nerveux. As-tu remarqué comment, après une transformation profonde, ta perception même du monde semble différente? Les couleurs paraissent peut-être plus vives, ou les émotions des autres deviennent plus transparentes, où tu captes des subtilités dans les interactions que tu ne voyais pas avant. Ce n'est pas ton imagination, c'est une reconfiguration neurologique réelle qui se produit. Quand tu traverses cette mort symbolique et que le self commence à émerger, ton cerveau ne reste pas inchangé. Il se recable, littéralement, créant de nouveaux circuits neuronaux, renforçant certaines connexions, en affaiblissant d'autres. Richard Davidson a révolutionné notre compréhension en prouvant que le cerveau adulte possède une neuroplasticité massive, une capacité à se transformer structurellement bien plus grande que ce qu'on croyait possible.
Mais ce qu'il a découvert de plus fascinant, c'est que les transformations les plus profondes se produisent précisément pendant les périodes de crise identitaire et de réorganisation psychologique. Exactement ce que tu vis maintenant. Ton cerveau utilise ces moments de chaos apparents pour se réorganiser selon de nouveaux principes, plus intégrés, plus cohérents. Ce qui est remarquable dans les recherches neuroscientifiques récentes, c'est qu'elles confirment ce que Jung pressentait intuitivement sur la nature de la transformation psychologique. Jung parlait d'une réorganisation de la psyché autour d'un nouveau centre, le self plutôt que l'ego. Les neurosciences montrent que cette réorganisation psychologique correspond à une réorganisation physique du cerveau. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité de différentes régions cérébrales à communiquer plus harmonieusement. Avant ta révélation, ton cerveau fonctionnait probablement de façon fragmentée. Certaines régions étaient hyperactives, d'autres supprimées, et la communication entre elles était brouillée par les mécanismes de défense de l'ego. Après la mort symbolique et l'émergence du self, cette fragmentation commence à se résoudre. Ton cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle et de la conscience de soi, se connecte mieux à ton système limbique où résident les émotions. Ton insula, cette région qui traite les sensations corporelles, devient plus active, te permettant d'être plus incarné, plus présent dans ton corps. Lisa Feldman Barrett a montré quelque chose de fascinant sur la façon dont notre cerveau construit nos émotions. Ce n'est pas un processus passif où des émotions surgissent et nous les ressentons. C'est un processus prédictif où notre cerveau anticipe constamment ce que nous allons ressentir basé sur nos expériences passées. Avant ta transformation, ton cerveau faisait des prédictions basées sur les patterns de ton ego blessé, de tes mécanismes de défense, de tes peurs refoulées. Ces prédictions créaient une boucle autoréalisatrice. Tu t'attendais à te sentir anxieux dans certaines situations, alors ton cerveau créait l'anxiété avant même que la situation ne se présente vraiment. Après la reconfiguration qui accompagne l'émergence du self, ton cerveau commence à faire des prédictions différentes, basées sur une base émotionnelle plus stable, plus intégrée. Tu ne réagis plus aux ombres du passé, mais à la réalité présente. C'est une libération cognitive et émotionnelle immense, et elle se reflète dans des changements mesurables dans l'activité cérébrale. Joseph Ledoux, qui a passé sa carrière à étudier les circuits de la peur dans le cerveau, a montré que l'amygdale, cette petite structure en forme d'amande profondément enfouie dans le cerveau, encode nos mémoires traumatiques d'une façon qui bypasse complètement notre conscience. Ces mémoires restent actives, influençant nos réactions, créant de l'anxiété même quand nous ne nous souvenons pas consciemment de l'événement original. C'est pour ça que tu peux avoir des réactions de peur disproportionnées sans comprendre pourquoi. Mais ce que les recherches récentes montrent, c'est que ces circuits peuvent être reconfigurés. Pas en supprimant les mémoires traumatiques, elles restent là, mais en créant de nouveaux circuits qui les contextualisent différemment. Quand tu intègres ton ombre, quand tu fais face à tes contenus refoulés, quand tu passes par cette mort symbolique, tu crées littéralement de nouveaux chemins neuronaux qui permettent à ton cortex préfrontal de moduler les réponses de ton amygdale. Tu ne deviens pas quelqu'un qui n'a jamais été blessé. Tu deviens quelqu'un dont le cerveau a appris à intégrer ses blessures dans une structure plus vaste. Stephen Porges explique à travers sa théorie polyvagale que notre système nerveux autonome a 3 étapes principaux. L'engagement social ventral, où nous nous sentons en sécurité et connectés, la sympathie mobilisée, où nous sommes en mode combat ou fuite, et l'immobilisation dorsale, où nous nous figeons ou dissocions. Avant ta transformation, tu passais probablement beaucoup de temps coincé entre la sympathie mobilisée et l'immobilisation dorsale, ton système nerveux constamment en mode défense, parce que tes blessures non intégrées signalaient continuellement du danger. La reconfiguration qui accompagne l'émergence du self permet à ton système nerveux de revenir plus facilement à l'engagement social ventral. Ce n'est pas que les dangers disparaissent, c'est que ton système nerveux développe une plus grande tolérance à la complexité émotionnelle sans basculer automatiquement en mode survie. Boris Cyrulnik
parle de résilience comme cette capacité à se transformer après un traumatisme, et ce qu'il décrit psychologiquement correspond à ce que Porges décrit neurologiquement, une reconfiguration du système nerveux vers plus de flexibilité et de régulation. Combien de ces transformations as-tu déjà ressenties dans ta propre évolution? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de ces changements neurologiques parce qu'ils sont réels, mesurables, et ils sont la preuve physique que ta transformation n'est pas juste psychologique ou philosophique, elle est incarnée dans la structure même de ton cerveau. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces changements neuronaux ne restent pas limités à ton cerveau isolé. Ton cerveau existe dans un corps, et ton corps existe dans un monde social, et la reconfiguration s'étend à ces niveaux aussi. Matthew Lieberman a montré que notre cerveau est fondamentalement social, avec des régions entières dédiées à comprendre les autres, à raisonner avec leurs émotions, à prédire leurs comportements. Quand ton propre système nerveux se reconfigure, ta façon de percevoir et d'interagir avec les autres change radicalement. Antonio Damasio insiste sur le fait que les émotions ne sont pas séparées de la raison. Elles sont essentielles à la raison. Ton cerveau utilise tes états corporels et émotionnels comme données pour prendre des décisions, pour évaluer des situations, pour orienter ton attention. Avant ta transformation, tes états émotionnels étaient probablement chaotiques, influencés par des contenus refoulés, des projections, des réactions défensives. Ton cerveau recevait donc des données contradictoires et confuses, et tes décisions reflétaient cette confusion. Après la reconfiguration neurologique, tes états émotionnels deviennent plus cohérents, plus fiables comme source d'information. Ce n'est pas que tu deviens hyper rationnel ou détaché émotionnellement, c'est exactement l'inverse. Tu deviens capable d'utiliser ton intelligence émotionnelle pleinement parce qu'elle n'est plus brouillée par des interférences inconscientes. Camus parlait de vivre pleinement l'absurde, d'embrasser la vie avec passion malgré l'absence de sens cosmique, et cette reconfiguration neurologique te permet exactement cela, vivre intensément, émotionnellement, mais sans être submergé ou fragmenté. Et c'est cette reconfiguration qui te prépare à la phase finale, quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais parce qu'ils résistent à tout le processus que nous avons exploré jusqu'ici. Parce que tous ces changements, toute cette transformation, toute cette reconfiguration neurologique et psychologique, ils pointent tous vers une façon complètement différente de vivre, une existence qui n'est plus centrée sur l'ego blessé et défensif, mais sur quelque chose de beaucoup plus vaste et authentique. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Il y a une différence fondamentale entre connaître intellectuellement le chemin de la transformation et l'incarner réellement dans chaque moment de ta vie quotidienne. Tu peux comprendre Jung, Freud, les neurosciences, toute la théorie de l'individuation et rester exactement au même endroit psychologiquement. La vraie transformation, ce n'est pas ce que tu sais, c'est comment tu vis. Et vivre depuis le self plutôt que depuis l'ego blessé, c'est une révolution existentielle complète dont peu de gens comprennent vraiment la portée. Ce n'est pas juste un ajustement de ta personnalité, c'est un changement radical dans la source même depuis laquelle tu existes. Avant, tu vivais depuis tes peurs, tes blessures, tes compensations, tes besoins de validation. Maintenant, tu commences à vivre depuis un centre en toi qui est stable, profond, inébranlable, peu importe ce qui se passe autour de toi. Jung appelait cela vivre sa propre légende personnelle, accomplir ce que ton âme est venue faire dans cette incarnation, indépendamment des attentes ou des jugements des autres. Ce qui est remarquable quand tu commences à vivre depuis l'individuation réalisée, c'est que tes motivations changent complètement. Adler avait raison sur quelque chose de fondamental. Nous sommes tous motivés par quelque chose. Il n'y a pas d'être humain sans motivation. Mais il distinguait entre les motivations névrotiques, basées sur la compensation de sentiments d'infériorité, et les motivations saines, basées sur ce qu'il appelait l'intérêt social, ce désir de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Quand tu vis depuis le self, tes motivations ne sont plus névrotiques dans ce sens. Tu n'es plus motivé par le besoin de prouver ta valeur,
parce que ta valeur n'est plus en question. Tu n'es plus motivé par la peur de l'échec ou du rejet parce que ton centre est ailleurs. Freud aurait peut-être parlé d'une sublimation réussie où l'énergie libidinale est canalisée vers des buts constructifs. Mais Jung va plus loin en montrant que ce n'est pas vraiment une sublimation, c'est une libération. L'énergie psychique n'est plus coincée dans des conflits névrotiques et peut circuler librement vers ton accomplissement authentique. Viktor Frankl disait quelque chose de profond qui résonne avec l'expérience de vivre depuis le self. La vie ne nous demande pas quel sens nous lui donnons. C'est elle qui nous pose constamment la question de comment nous allons répondre à ces demandes. Vivre depuis l'ego, c'est essayer constamment de donner un sens à ta vie selon tes critères, tes désirs, tes peurs. Vivre depuis le self, c'est reconnaître que ta vie a déjà un sens, une direction, un télos comme les Grecs l'appelaient, et que ton travail est de t'aligner avec ce sens plutôt que de le créer. Ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas abandonner ton libre arbitre, c'est exactement l'inverse. C'est la liberté la plus profonde, la liberté de dire oui à ce que tu es vraiment plutôt que de résister constamment à ta propre nature. Les stoïciens comprenaient cela intuitivement quand ils parlaient de vivre selon la nature, selon le logos. Sénèque enseignait que le sage est celui qui comprend ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas, et qui investit son énergie uniquement dans le premier. Le self, c'est instinctivement cette différence. Matthew Lieberman a montré que notre cerveau social fonctionne différemment quand nous sommes authentiques versus quand nous jouons un rôle. Quand tu vis depuis ton ego défensif, ton cerveau doit constamment calculer « Qu'est-ce que je devrais dire ? Comment devrais-je me présenter ? Quelle version de moi est appropriée ici ?» C'est cognitivement épuisant et émotionnellement aliénant. Quand tu vis depuis le self, cette couche de calcul disparaît largement. Tu ne deviens pas socialement inapproprié ou égocentrique, au contraire, tu deviens plus sensible aux autres parce que tu n'es plus préoccupé par tes propres défenses. Ton cerveau social peut enfin fonctionner comme il a été conçu, pour créer de véritables connexions basées sur une présence authentique plutôt que des connexions superficielles basées sur des masques mutuels. Les autres le sentent, même s'ils ne peuvent pas l'articuler. Ils sentent qu'ils sont avec quelqu'un de réel, de présent, de non défensif, et cela crée une qualité de relation complètement différente. Ce qui change aussi radicalement quand tu vis depuis le self, c'est ta relation aux échecs, aux rejets, aux déceptions. Avant, ces expériences menaçaient ton concept de soi entier parce que ton ego était fragile, construit sur des fondations tremblantes. Un rejet romantique pouvait te détruire pendant des mois parce qu'il confirmait tes pires peurs sur toi-même. Un échec professionnel pouvait déclencher une crise identitaire parce que tu t'identifiais à tes accomplissements. Maintenant, ces mêmes expériences sont certes douloureuses, tu n'es pas devenu insensible, mais elles ne te définissent plus. Lisa Feldman-Barrett explique que notre cerveau construit notre expérience émotionnelle à travers des prédictions basées sur notre concept de soi. Quand ton concept de soi est fragile et défensif, ton cerveau prédit le désastre à chaque rejet ou échec. Quand ton concept de soi est enraciné dans le self, ton cerveau peut contextualiser ses expériences différemment. C'est quelque chose qui t'arrive, pas quelque chose que tu es. Cette distinction, apparemment subtile, change tout. Freud avait identifié quelque chose qu'il appelait la compulsion de répétition. Cette tendance mystérieuse à répéter les mêmes patterns douloureux encore et encore. Il pensait que c'était lié à une pulsion de mort, un désir inconscient de revenir à un état inorganique. Jung avait une interprétation plus optimiste. Nous répétons nos patterns jusqu'à ce que nous les ayons intégrés, jusqu'à ce que nous ayons extrait la leçon que notre psyché essaie de nous enseigner. Vivre depuis le self, c'est sortir de cette compulsion de répétition. Non pas parce que tu as résolu tous tes problèmes ou guéri toutes tes blessures, mais parce que tu as une nouvelle relation à ces blessures. Elles font partie de ton histoire, elles ont façonné qui tu es, mais elles ne dictent plus automatiquement ton comportement. Richard Davidson a prouvé que cette transformation est visible au niveau neurologique.
Les circuits associés aux mémoires traumatiques restent présents, mais leur activation automatique diminue, remplacée par une activation plus modulée par le cortex préfrontal. Tu passes de réactions automatiques à des réponses choisies. Daniel Siegel parle de cette qualité qu'il appelle la présence, cette capacité à être pleinement dans le moment présent avec ouverture et conscience. L'ego blessé ne peut pas vraiment être présent, parce qu'il est constamment soit dans le passé, ruminant sur les blessures, soit dans le futur, s'inquiétant des menaces possibles. Le self existe naturellement dans le présent parce qu'il n'a pas le même investissement dans la protection d'une identité fragile. Cela ne veut pas dire que tu deviens quelqu'un sans passé ni futur, mais que ton centre de gravité psychologique se déplace vers l'ici et maintenant. Les pratiques contemplatives comme la méditation fonctionnent en partie en facilitant ce déplacement, en affaiblissant l'emprise de l'ego et en permettant au self d'émerger. Mais ce que Jung a compris, c'est que la psychothérapie profonde fait la même chose par un chemin différent, en intégrant l'ombre, en confrontant les complexes, en mourant symboliquement à l'ancien moi, tu arrives au même endroit de présence enraciné. Camus affirmait que nous devons imaginer Sisyphe heureux, trouvant du sens et même de la joie dans sa tâche absurde de rouler éternellement son rocher. C'est une métaphore parfaite pour vivre depuis le self dans un monde qui reste imparfait, chaotique, souvent injuste. Tu ne deviens pas quelqu'un pour qui tout est facile ou qui flotte au-dessus des difficultés humaines. Tu deviens quelqu'un qui peut trouver du sens, de l'engagement, même de la joie dans le processus lui-même, plutôt que seulement dans les résultats. Ton rocher ne devient pas plus léger, mais tu n'es plus écrasé par lui, parce que tu as trouvé une façon d'être en relation avec la tâche qui est libératrice. Boris Cyrulnik parle de résilience exactement dans ces termes. Ce n'est pas revenir à un état antérieur au traumatisme, c'est se transformer à travers le traumatisme en quelque chose de nouveau qui intègre la souffrance sans être défini par elle. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur. Quelle phrase t'a le plus marqué dans ce voyage que nous avons fait ensemble? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur, si tu veux explorer plus profondément ces territoires de la psyché que Jung, Freud et les neurosciences ont cartographiés, rejoins notre communauté de membres. Parce que vivre depuis le self n'est pas une destination finale, c'est un processus continu, une façon d'être qui se dipe et se raffine constamment. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est que le début. Ce que Jung a passé sa vie à nous montrer, c'est que l'individuation n'est jamais complètement terminée. Ce n'est pas un état que tu atteins et puis c'est fini. C'est un processus dynamique, une spirale qui s'approfondit continuellement. Chaque fois que tu penses avoir intégré ton ombre, une nouvelle couche se révèle. Chaque fois que tu penses comprendre ton self, il te montre une nouvelle facette. C'est à la fois humiliant et exaltant. Humiliant parce que tu réalises que tu ne seras jamais fini, jamais parfaitement intégré. Et exaltant parce que cela signifie qu'il y a toujours plus de profondeur à explorer, toujours plus de vie à vivre. Freud voyait la psychanalyse comme interminable, une exploration sans fin de l'inconscient. Jung voyait l'individuation de la même façon, mais avec plus d'optimisme, moins de fatalisme. Pour lui, chaque couche révélée est une expansion de la conscience, une étape vers une plus grande totalité, même si la totalité complète reste toujours au-delà de notre portée. Mais voici ce qui est absolument crucial à comprendre. Ta phase la plus puissante ne commence pas après cette révélation dont nous avons parlé. Elle ne commence pas après la mort symbolique, pas après l'intégration de l'ombre, pas après l'émergence du self. Ta phase la plus puissante, EST, cette révélation elle-même, vécue pleinement dans chaque instant. La puissance n'est pas quelque chose que tu atteindras un jour dans le futur quand tu seras complètement transformé. La puissance est dans le processus lui-même, dans ton engagement avec ta propre profondeur, dans ta volonté de regarder ce qui est difficile à regarder, dans ton courage de mourir à ce qui ne te sert plus, dans ta capacité à vivre depuis quelque chose de plus vaste que tes peurs.
Sénèque disait que le sage n'est pas celui qui n'a plus de difficultés, mais celui qui a appris à danser avec elles. Ta puissance est dans cette danse maintenant, pas dans un futur hypothétique où tout sera résolu. Les neurosciences confirment cela d'une façon fascinante. Ton cerveau change le plus, se reconfigure le plus profondément, précisément pendant les périodes de transformation active, pas après, quand tout est stable. Richard Davidson a montré que la neuroplasticité est maximale pendant le changement lui-même. Ce moment même où tu te sens peut-être le plus désorienté, le plus vulnérable, le plus incertain, c'est le moment où ton cerveau est le plus plastique, le plus ouvert à de nouvelles configurations. La puissance n'est pas dans la stabilité retrouvée, mais dans l'instabilité transformatrice. Stephen Porges dirait que ton système nerveux apprend le plus quand il navigue entre états, quand il développe la flexibilité de se réguler face à la complexité. Ce n'est pas confortable, mais c'est puissant dans un sens profond, évolutionnaire. Alors, si tu es en ce moment même dans cette révélation déchirante, si tu sens que tout s'effondre, si tu ne sais plus qui tu es, si ton identité se dissout, si tu confrontes ton ombre, si tu meurs symboliquement à ton ancien moi, sache ceci. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de te transformer, tu n'es pas en train de perdre ta puissance. Tu es en train de la découvrir pour la première fois. Tout ce que Jung, Freud, Adler, les neuroscientifiques, les philosophes existentiels ont étudié pendant des décennies convergent vers cette vérité simple mais profonde. La transformation authentique passe nécessairement par la désintégration avant la réintégration. Il n'y a pas de raccourci, pas de chemin facile, pas de technique magique pour éviter le passage par le feu. Mais ce feu ne te détruit pas, il te purifie, il te révèle, il te libère de tout ce qui n'est pas essentiellement toi. Et quand tu émergeras de ce processus, et tu émergeras, tu ne seras pas une version améliorée de ton ancien toi. Tu seras quelque chose de fondamentalement nouveau, quelque chose qui a toujours été potentiellement là, mais qui a attendu ce moment de révélation pour se manifester. Ta phase la plus puissante ne commence pas après la révélation. Elle est la révélation elle-même, vécue à chaque instant avec conscience, courage et l'engagement total envers ta propre vérité.